Nouveau numéro de défense et cette semaine, l'actualité bien évidemment, comment ne pas en parler de ce dossier autour de l'Iran, de ces négociations qui ont commencé entre les États-Unis et l'Iran et l'ombre d'Israël autour. Steve Bellassène, bonsoir, vous allez être avec nous dans un instant. Et avant cela, avec vous Océane Nicole, on va parler des faits, bonsoir, de ce qui est en train de se passer. Le président américain préfère ou privilégie un accord, même s'il reste sceptique. Tout à fait, du moins pour le moment. En effet, il y a eu un premier round de discussion qui a commencé vendredi dernier, donc entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis qui privilégient un accord, mais sans nucléaire et sans missiles. Mais en effet, Donald Trump est quand même sceptique. Hier, il a été interviewé sur Fox News et il assure que lui-même, il n'est pas encore sûr de voir réellement un accord se signer avec ce régime. Je cite, « Ils n'ont pas été honnêtes avec nous au fil des années. Les Iraniens seraient stupides, selon les mots de Donald Trump, pour conclure un accord. » Ce qui est sûr, c'est que ce premier round de discussion, il n'y a pas eu vraiment d'avancée. Il va y avoir de nouvelles négociations, mais on n'a pas encore de date, ce qui arrange pour l'instant l'Iran, puisque Téhéran gagne du temps, évidemment. L'Iran qui assure ne veut pas faire de compromis que ce soit sur la question des missiles balistiques. On a aussi vu des images satellites où on voit notamment l'Iran qui bouche les points d'entrée de la centrale nucléaire de Bushehr. Donc, il y a encore du temps avant de voir ça. Du côté de Donald Trump, il n'a pas non plus exclu de frappe. Il y a d'ailleurs toujours toutes les forces américaines qui sont toujours déployées au Moyen-Orient, des forces qui se sont même renforcées, puisqu'il y a, Donald Trump l'assure, une immense flotte, je cite, se dirige actuellement vers l'Iran. On a vu des images satellites publiées hier donc, par l'agence de presse Reuters qui montrent en effet que l'armée américaine a notamment déployé dans la base d'Al-Douded au Qatar des missiles patriotes destinés donc à la défense aérienne. Il y a aussi eu un renforcement cette fois dans la base qu'il y a en Jordanie où il y a des avions F-15, des avions américains qui sont en route pour cette base de Jordanie, des F-25 qui devraient eux aussi arriver. Donc pour l'instant, c'est les négociations. Jusqu'à quand ? On connaît Donald Trump. Il peut très vite perdre patience et il a dit hier, nous avons détruit leur centrale nucléaire la dernière fois, nous verrons ce que nous détruirons d'autres cette fois-ci. Donc pour l'instant, jusqu'à quand, on ne sait pas jusqu'à quand il va y avoir ces négociations, mais en tout cas la frappe, on s'en éloigne pour le moment. Jusqu'à quand ? C'est la vraie question. Merci Océane Nicole. Alors je vous pose la question, Steve Bellassène. Ce qui m'intéresse, peut-être le rapprochement est grossier, mais souvenez-vous, Eli Cohen à l'époque, encore espion, il place des platanes sur le plateau du Golan pour savoir où frapper exactement au niveau des positions syriennes. Là, je ne sais pas qui est l'espion en Iran, mais boucher les trous de la centrale de Bushehr, sans aucun jeu de mots, c'est comme si, finalement, les Iraniens disaient « frappez ici ». Oui, on peut effectivement dire que peut-être il y a des points communs, mais il faut bien comprendre qu'actuellement, le régime iranien est sous une très forte pression. Mis à part ce qu'ils ont passé depuis il y a 1 mois et demi, plus ou moins, la tuerie qui s'est passée par rapport à leurs citoyens, et ils voient exactement ce qui est en train de se passer. Océane l'a bien dit il y a un court instant, il y a une flotte maritime qui arrive. Cette flotte-là n'est pas pour rien. Les Américains n'ont pas dépêché autant de force, si ce n'est que pour, à la fin, intervenir. Et cette intervention se passera. À un certain moment, à un moment ou à un autre, il se passera. Ça, c'est le mode de pensée israélien, et notamment le département de la programmation militaire, ce qu'on appelle en hébreu Agaf HaTechnoun. Est-ce que les Américains sont calqués sur le modèle israélien ? C'est-à-dire qu'on ne déplace pas autant de forces pour ne pas les utiliser. Je pense qu'ils ont, oui, décalqué. Je pense qu'il y a, oui, une cohésion entre Israël et les États-Unis sur ce plan-là. Je pense que le voyage actuel du Premier ministre, M. Netanyahou, est tout simplement pour fermer les dernières petites ficelles qui sont peut-être encore ouvertes. Mais à mon humble avis, on va voir très prochainement une contre-attaque américaine sur ce point-là. Un expert, un ancien général israélien disait qu'il y a 2 solutions. Benjamin Netanyahou ne peut pas revenir les mains vides des États-Unis. C'est soit une guerre contre le Hamas pour écraser le Hamas, soit une guerre contre l'Iran. Ou alors, rien. Mais vous optez pour laquelle ? Sans, bien évidemment, on est encore dans la supposition.
C'est un peu difficile de dire lequel oui, lequel non. On connaît M. Netanyahou avec au travers des années de sa possibilité. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il est parti sans toute une délégation. C'est tout simplement, on attend l'entrevue de 4 yeux qui va se passer entre le président Trump et M. Netanyahou afin de ficeler les derniers petits trucs. On sait que va être prouvé, démontré au président Trump ce qui se passe exactement depuis le mois de novembre en Iran et va peut-être réveiller les États-Unis vers une autre réalité. Vous êtes un officier supérieur notamment votre terrain de chasse, c'est le commandant centre. Est-ce que vous avez déjà été rappelé? Est-ce qu'on vous a dit de vous tenir prêt au cas où? On est prêt tout le temps, bien que j'ai été libéré depuis le 1er septembre. Depuis, toute l'armée, mais également la région centre, continue à tenir des forces et continue à se programmer et continue régulièrement à entretenir toute une vaste opération pour être appelé en même pas une demi-heure. En une demi-heure, la région centre, dans le cas d'une attaque contre l'Iran, il y aura des premières forces militaires de réservistes qui seront appelées. C'est impressionnant quand même. Une demi-heure, sachant toute la région et sachant qu'en plus, c'est une région extrêmement explosive et vaste, la région centre. Alors, on parle, restez avec nous, de la phase 2 du plan Trump à Gaza, cette fois qui se profile à l'horizon, alors que le Hamas affirme ne pas vouloir désormais désarmer et pose ses conditions. Océane Nicole, regardez ce sujet, on en parle juste après. Pour Israël, la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza est au point mort. Et ce qui coince, entre autres, c'est la démilitarisation du Hamas, un point crucial pour Jérusalem. Si le plan américain compte désarmer l'organisation terroriste de manière progressive, il fait une distinction entre les armes lourdes et les armes légères. Les États-Unis pourraient autoriser le Hamas à conserver certaines armes légères, des armes susceptibles d'être utilisées pour attaquer Israël. L'organisation terroriste devrait cependant remettre la majorité de son arsenal à longue portée, mais le Hamas compterait garder plusieurs types de lance-roquettes qui ont été pourtant fatales contre des soldats pendant la guerre, des armes que le Hamas considérerait comme armes légères. Difficile donc d'imaginer que cette perspective de permettre au groupe terroriste de conserver une partie de son arsenal, même limité, plaise à Israël. Du côté de la force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza, l'Indonésie prévoit d'envoyer 8000 soldats pour une mission de maintien de la paix. Selon les autorités locales, cette contribution indonésienne se concentrerait principalement sur des unités d'ingénierie et des équipes médicales. Des préparatifs alors que la communauté internationale débat de l'après-guerre dans la bande de Gaza et de la nécessité de mettre en place une force multinationale chargée de sécuriser le territoire et de favoriser la stabilité. Donald Trump a invité les pays membres du Conseil de la paix à se réunir le 19 février prochain afin de valider le financement et commencer la reconstruction du territoire palestinien. Et magie de la télévision, c'est Chani Guidalia qui a remplacé Océane Nicole pendant la diffusion de ce sujet. Je reviens à vous dans un instant. Steve Bellassène, l'Indonésie, vous y croyez? Vous y croyez pas? Ils sont capables d'enlever les armes du Hamas? Non, ils ne sont pas capables. À mon humble avis, ils ne sont pas non plus là-bas pour combattre le Hamas. Le vrai combattant qui va combattre contre le Hamas, ce sera toujours Israël. La seule position de ce board de peace qu'on va voir avec cet attroupement de 8000 militaires, si on peut dire militaires, ils auront plutôt une force policière. Ce ne seront pas des vrais soldats, mais on verra également une très grande force médicale qui va être là-bas pour pouvoir soigner, pour pouvoir aider. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, l'Indonésie a mis de l'argent pour faire un hôpital à Gaza. Oui, qui a été pris d'assaut par le Hamas. Qui a été pris d'assaut par le Hamas. Donc, en aucun cas, il faut penser que ceux qui vont démanteler le Hamas, ce sera l'Indonésie ou un autre acteur quelconque qui rejoindra ce groupe de paix. Steve Bellassène, le Hamas ne veut pas désarmer. Aujourd'hui, par exemple, alors il faut prendre avec des pincettes cet article du New York Times qui dit les Américains pourraient proposer de désarmer l'arme lourde et de ne laisser que les armes légères au Hamas. Et encore, je prends des pincettes, mais le Hamas qui dit non, je veux garder les lance-roquettes qui ont fait de terribles dégâts pendant la guerre. Excusez-moi,
c'est du foutage de gueule. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous rappelle qu'on est déjà plusieurs mois après le plan, le cessez-le-feu de 20 points que le président Trump a donné. On a bien vu qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne sont pas intéressés du tout. Ils continuent et ils reprennent de la force, hélas, dans les territoires à Gaza. Et ça se voit au jour là-bas ce qui se passe. Donc, quand vous étiez à Rafah pendant plusieurs mois, vous avez vu ces lance-roquettes, notamment. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, puisque vous êtes un témoin visuel et vous les avez connus, vous les avez vus, ces roquettes que veut garder le Hamas, ces lance-roquettes, ça donne quoi comme résultat au final? C'est tout simplement de tuer des soldats. Je permets de rappeler que la semaine dernière, encore de la part il est sorti un terroriste d'une des tunnels, dans laquelle il y a eu un officier de Alexandroni qui a été blessé et ça continue. On voit régulièrement, le Hamas n'a pas encore baissé les armes. C'est vrai qu'il reste des débris de ces terroristes. Israël les chasse, l'armée les chasse régulièrement. Mais jusqu'à quand? Puisque le plan est censé les faire partir et ils ne veulent pas partir. Il faut tout simplement avoir un peu plus de pression américaine sur ce point-là, mais également des autres acteurs qui ont signé et qui ont approuvé cet accord. Les Turcs, le Qatari, vous y croyez? Personne. Les Turcs, personne n'y croit vraiment aux Turcs, hélas, mais les Qataris non plus. Mais en fin de compte, ceux qui sont en train de se ridiculiser, c'est ces mêmes pays-là que ont tout simplement en certifié qu'il allait se passer mieux, et on voit que le Hamas ne tient pas compte du tout. C'est peut-être le fait de vouloir aller jusqu'au bout pour Donald Trump qui peut-être l'a aveuglé sur certains points. On va voir, effectivement, vous avez raison. Ceux qui porteront peut-être aussi la responsabilité, au-delà du Qatar et de l'Égypte et de la Turquie, c'est Jared Kushner et Steve Witkoff qui sont persuadés que le Hamas va désarmer. On va voir. Merci, Steve Bellassène, d'avoir été avec nous. Je suis ravi que vous soyez venu dans ce numéro de défense. Shani Guidalia, on va s'intéresser à présent à cette organisation anti-israélienne dont on a beaucoup parlé, bien évidemment, dans Défense. Hin Hajab, cette ONG affiliée au Hezbollah, garde et continue de garder ou de recevoir de l'argent de Bruxelles. Oui, et ça s'est passé la semaine dernière, c'est le 5 février. Indrajab s'est enregistré ce qu'on appelle le registre de transparence de l'Union européenne. En fait, c'est une base de données officielle auxquelles doivent s'inscrire toutes les organisations et toutes les personnes qui veulent pouvoir influencer les décisions européennes. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que cette inscription, ça lui confère désormais un statut officiel qui lui permet d'influencer les résolutions et donc plus largement les décisions de l'Union européenne. Je vous dis, Mathias, que dans ce registre, voilà les propositions qui sont ciblées par Indrajab. Il y a tout d'abord la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Palestine. Il y a le réexamen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Donc on voit un petit peu le style de propositions qui sont ciblées par Indrajab. Autre problème, c'est que ce registre, c'est censé être un outil de visibilité, sauf qu'il fait état d'un budget de 800 000 € qui sont financés exclusivement par des dons, mais il n'y a pas le nom des donateurs qui sont identifiés, donc il n'y a pas réellement de visibilité. Et ça donne quoi cet argent, concrètement dans les faits? Mais déjà, il faut rappeler aussi que Indrajab, c'est quoi son but? Eh bien, c'est de traquer les soldats israéliens, notamment grâce à des publications, tout ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, et de pouvoir ensuite les traduire en justice dans plusieurs pays. Il y a eu plusieurs exemples. Le dernier en date, c'était Guy Hoffman. On le sait, c'est un humoriste, soldat réserviste comme la majorité des Israéliens, et qui devait donner un spectacle à Toronto, sauf que Indrajab a déposé une... Ah, c'est eux aussi, à Toronto. Exactement. Et voilà, ils ont déposé une plainte pénale au Canada. Maintenant, on sait que Indrajab, les cofondateurs et les présidents, il y en a un d'entre eux qui s'appelle Diab Abu Jaja, on en a beaucoup parlé aussi sur cette antenne, Mathias. Il a publiquement affirmé avoir, je cite, rejoint la résistance du Hezbollah contre Israël, avoir reçu une formation militaire et il a fait à plusieurs reprises l'apologie du terrorisme. Il y a énormément de citations qui sont relayées dans des médias israéliens. Donc pourquoi ça pose problème? C'est que cet enregistrement auprès de l'Union européenne, ça institutionnalise sa campagne anti-israélienne partout en lui donnant un accès à des activités de lobbying officielles. Et on se retrouve donc dans un système dans lequel des allégations biaisées d'ONG anti-israéliennes peuvent se retrouver dans les auditions de l'Union européenne. Merci, Shani Guidalia. Et puis, Shani, vous signez ce reportage où comment les nouvelles technologies peuvent se mettre au service
de la défense et surtout de la défense des données des civils. Une simple coque, exactement comme celle-ci, et pourtant, vous allez voir, pour protéger nos téléphones des cyberattaques sous la forme d'intrusion. Je vais y arriver. Reportage Chani Guidalia avec Asaf Makal. Il fait partie de notre vie, nous l'utilisons chaque jour, notre smartphone. 70% de la population mondiale utilise aujourd'hui cette technologie, chef d'État compris. Mais sommes-nous écoutés, regardés, pistés à travers notre téléphone et à chaque instant ? La réponse est oui. Sirota a développé avec la société Orad la solution, une coque censée protéger à 100% notre téléphone contre toute tentative de piratage. Un module complémentaire et indépendant qui ne nécessite aucune connexion avec le smartphone. Il se clipse directement dessus et l'activation est immédiate. Le problème est apparu au début de la guerre. Des soldats prenaient des photos depuis différents sites et les envoyaient à des amis, à des proches ou les publiaient sur les réseaux sociaux. Les terroristes suivaient ces images et les exploitaient. Chaque photo contient des coordonnées, des métadonnées permettant de savoir exactement où elle a été prise. L'idée a donc émergé de concevoir une coque destinée à protéger le téléphone et à bloquer la caméra et le microphone. Elle crée une forme de leurre pour les capteurs audio. Tant que le téléphone est dans la coque, il est impossible de l'écouter à distance. C'est une sorte de dôme de fer pour téléphone mobile. Comme le système de défense antimissile protège contre les roquettes, ce dispositif protège le téléphone contre l'écoute, la géolocalisation, les intrusions et le cyberespionnage. Le premier modèle est conçu pour bloquer physiquement la caméra et le microphone. Le second modèle, plus perfectionné, est capable de bloquer plusieurs fonctions du smartphone. La caméra, le microphone, le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi et la puce NFC. À la différence du mode avion qui coupe toute communication, la coque permet de bloquer les intrusions sans empêcher la réception des appels, des messages et l'usage normal du téléphone. Si je reçois un appel, j'ouvre la coque et je parle. À ce moment-là, bien sûr, je sais que les protections sont suspendues. Une fois l'appel terminé, je referme la coque, on entend un signal sonore, on voit l'indicateur lumineux et le téléphone redevient sécurisé. Les premiers utilisateurs ont été naturellement les soldats. Plusieurs unités de Tsahal et des services de renseignement ont acquis ces coques. Pensez à ce qui s'est passé à Gaza et aux images qui ont circulé dans le monde, utilisées ensuite par des organisations anti-israéliennes. Avec une telle coque, le soldat peut continuer à téléphoner, mais ne peut pas prendre de photos. Pour en évaluer l'efficacité, nous avons décidé d'en faire l'expérience. Une taille standard et modifiable selon le modèle du smartphone. Et question prix, environ 100 € seulement pour le second modèle. À l'avenir, la même technologie pourrait être appliquée à d'autres appareils, ordinateurs, portables, les tablettes, les télévisions connectées, qui sont également des cibles potentielles de surveillance. Une simple coque pour une protection optimale dans un monde ultra connecté. Et mon dernier invité de défense cette semaine, le général Charles Baudouin, ancien général de la programmation militaire et aujourd'hui président de la COGES. Merci d'être avec nous. Charles Baudouin, j'aimerais vous faire réagir sur le lancement de ce exercice militaire, Orion 2026. C'est du jamais vu, nous dit-on, du côté de l'armée française depuis la guerre froide. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis 1990, nous sommes entrés dans un cycle de conflits asymétriques et qui a amené une réduction très forte de nos armées. J'étais moi-même, avant 1990, lieutenant, puis capitaine, commandant d'unité de chars face à l'Est, face à l'Union soviétique. Et ce type d'exercice, nous le faisions tous les ans, 4 à 5 fois plus important. Alors pourquoi cet exercice ? Simplement parce que dès lors que les chefs d'état-major d'armée commencent à parler de risque de confrontation armée d'ici quelques années, en tout cas avant 2030 certainement, il s'agit pour les armées de se préparer et de monter en puissance. C'est une montée en puissance d'une armée. Vous savez, lorsqu'il y a eu en Israël cet exercice multifront, où jamais dans l'histoire d'Israël on avait imaginé un scénario avec plusieurs fronts, ils se sont tout de suite matérialisés malheureusement en guerre.
Est-ce que c'est un scénario tel qu'il vous le connaissez de l'intérieur, horizon 2026, qui peut éventuellement déboucher sur une guerre en Europe? De toute façon, il est évident que il y a le front ukrainien déjà qui en soi un front identifié parfaitement, qui est fixé aujourd'hui. Il est fort possible qu'il y ait une diversion, un second front qui soit ouvert dans le nord de l'Europe par la Russie. En tout cas, pas forcément pour vaincre, mais peut-être pour prendre des gages territoriaux, notamment vis-à-vis des populations russophones. La cible du président Poutine, c'est de préserver, selon lui, les populations russophones. Donc c'est là qu'il effectuera son effort. Il faut comprendre que ces exercices ne sont qu'une part de ce que serait la guerre. Cet exercice en lui-même ne peut pas représenter un conflit. Donc c'est une version, je dirais, qui permet de travailler les élongations maximales de la logistique, en mettant beaucoup de gens sur le terrain et donc en ayant la nécessité de les ravitailler dans des paysages qui sont représentatifs des paysages civils dans lesquels on évolue et non pas les paysages de camps militaires, mais on ne peut pas travailler de la haute intensité sur ce genre d'exercice. On travaille du commandement, de l'élongation, de la logistique. La haute intensité se fera à de plus petits échelons sur les camps militaires, où il y aura des tirs, des parcours de 3, 4, 5 jours sans dormir pour que les unités puissent s'endurcir. Voilà, c'est une face émergée de l'iceberg. Charles Baudouin, quand le titre de l'information, c'est le plus grand exercice depuis la guerre froide, c'est l'armée qui souhaite communiquer sur... Ce n'est pas pour rien qu'on parle de guerre froide dans un contexte de tension avec la Russie. C'est l'armée qui veut qu'on insiste sur le mot de guerre froide ou c'est l'État? Ce sont les deux. De toute façon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, qu'on est revenu dans une guerre froide. C'est que la guerre froide n'était pas la guerre, mais c'est une confrontation directe d'armées qui aurait pu très bien déclencher une guerre. Aujourd'hui, on voit bien que la Russie et l'OTAN sont en confrontation directe, avec une dialectique, notamment de la part de la Russie, qui est une dialectique de guerre, de menace. Donc, les armées montent en puissance, ne serait-ce que pour ne pas faire la guerre, il faut quand même montrer qu'on peut la faire. Et on est exactement dans le modèle des années 86, 90 que j'ai connu comme lieu de temps, c'est-à-dire on se préparait à faire la guerre demain, lorsqu'on était dans les armées en Europe en 1985-90. Donc on retrouve cette préparation qu'on a complètement perdue de vue parce qu'on se préparait en France ou ailleurs pour des opérations qui avaient lieu asymétriques plutôt en Afrique et certainement pas à l'est du pays. Donc c'est un renversement, effectivement, on revient en 1990, en 85-90. C'est intéressant parce que le général de Villiers, qui depuis a été licencié par l'État lorsqu'il était chef des forces armées, a parlé de problèmes de stratégie à long terme et problèmes de main-d'œuvre aussi de l'armée française dans un contexte de conflit. C'est-à-dire qu'il disait lui-même, pour se préparer à la guerre, il faut aussi savoir la faire. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est surtout le problème, la grosse différence entre 1985, mettons cette date qui est tout à fait intéressante, qui précède un peu la chute du mur, le paroxysme de la guerre froide, et 2026, c'est que nos armées, en 1986, étaient complètes, avaient des lots de munitions complets, les équipages étaient surentraînés. Je dirigeais un peloton de Charles Leclerc, je peux dire qu'on s'entraînait au tir en permanence, on était très très entraînés, on avait une complétude d'équipement, la défense solaire ne faisait absolument pas défaut, on a même une artillerie nucléaire tactique à l'époque avec les engins Pluton. L'armée aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec cette armée, elle est professionnelle certes, mais du fait des sous-investissements financiers majeurs des 30 dernières années, elle a des trous capacitaires importants. Et c'est bien la coalition otanienne qui permettra certainement de combler ces trous, mais l'armée française aujourd'hui n'est que l'ombre de ce qu'elle fut en 1985. Vous n'avez plus votre langue dans la poche, et aujourd'hui vous êtes libre de parler. Aujourd'hui, on constate, ça sera ma dernière question, le général Baudouin, qu'il y a de plus en plus de généraux de l'armée française qui se lancent en politique. Alors, bien évidemment, ce n'est pas votre cas, mais d'autres confrères s'y lancent. Pourquoi ? Alors, il y a un droit de réserve dans les armées qui est légal. Hein. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui n'ont pas tout à fait les mêmes droits que les autres parce qu'ils étaient en responsabilité. C'est encore plus vrai pour les généraux qui sont nommés en Conseil des ministres. Donc, prenons le cas du général. Il y a beaucoup de généraux qui s'expriment sur les plateaux de télévision. J'en suis un aujourd'hui. Ce qu'on leur demande surtout, c'est de ne pas critiquer le gouvernement.
faire état factuellement de faits, parler de politique étrangère, tant qu'ils ne rentrent pas dans une critique du gouvernement, parce que les généraux sont quand même des gens qui sont, même moi qui suis ce qu'on appelle en deuxième section, je suis en réserve, je suis un militaire encore d'active, mis en réserve, mais peut être réactivé à tout moment. Donc on a un devoir de loyauté et d'obéissance à l'État, ce qui n'empêche pas aux généraux de donner des avis éclairés dans un contexte aujourd'hui d'aspect militaire de guerre que ne connaissent plus du tout la plupart des civils, à part quelques experts. Donc ils vont éclairer. C'est intéressant. Le chemin, la ligne de crête, c'est de ne pas critiquer l'État. Merci beaucoup, Général Baudouin, d'avoir été avec nous en défense. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro et on se retrouve donc la semaine prochaine. Toujours, Bande Défense reste avec nous.